Et oui, allez, on parle transport et mobilité ce matin. Sommes-nous éternellement condamnés à patienter dans les bouchons le matin? Quel avenir pour tous nos déplacements en voiture, à vélo ou même en transport collectif? Des questions essentielles, car aborder la mobilité d'une population sur un territoire, c'est parler de situations très concrètes, aller au travail ou même tout simplement avoir accès à l'emploi, pouvoir se faire soigner. Tous les aspects de la vie quotidienne sont en réalité impactés par le sujet. Et la Guyane, tout le monde le sait, tout le monde le constate, connaît beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Insuffisance du maillage routier, dépendance à la voiture, faiblesse des transports collectifs, temps de trajet parfois inouïs pour aller d'une zone à une autre en pleine journée, sans parler des communes enclavées, avec en plus aujourd'hui la nécessité de verdir nos déplacements puisque les enjeux environnementaux liés à la mobilité sont immenses. Alors à quoi pourraient bien ressembler nos déplacements dans les années qui viennent? Pour en parler, Ingrid Hermito est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ingrid Hermito, vous êtes la directrice régionale de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un organisme qui est rattaché à l'État et qui est là pour accompagner, on va dire, les projets qui visent à accélérer la transition écologique et énergétique. Et j'aimerais déjà vous lancer sur une phrase sur laquelle je suis tombé ce matin et que j'aimerais bien vous lire. Les entraves à la mobilité peuvent amener un sentiment d'assignation à résidence qui se traduit par tout un tas de renoncements dans la vie personnelle, professionnelle, sociale ou culturelle. Est-ce que la mobilité, Ingrid Hermito, c'est le sujet sans doute le plus important pour un territoire, dès qu'on pense en fait à son avenir et à la société en fait qu'on a envie de construire? Je rejoins complètement ce constat. On s'était interrogé il y a quelques années à la notion de précarité énergétique, parce qu'elle est inscrite dans les textes, et dans l'Hexagone, elle est traduite par le fait qu'on puisse pas chauffer son logement en hiver, ce qui bien entendu ne s'applique pas ici sur le territoire. Et en fait, les conclusions auxquelles on était arrivés, c'était que la précarité énergétique en Guyane, le premier facteur, c'est la question de l'accès au transport. Et vous le disiez tout à l'heure, pour se soigner, pour s'éduquer, pour avoir accès à un emploi, pour aller faire un entretien d'embauche, il faut pouvoir se déplacer. Et aujourd'hui, quand on regarde le budget des ménages guyanais, le sujet des transports arrive en deuxième poste de dépense. C'est à peu près comparable à ce qu'on observe aux Antilles, mais c'est plus élevé que ce qu'on a dans l'Hexagone. C'est à peu près 20% du budget d'un ménage qui est aujourd'hui consacré à l'achat du véhicule, au carburant et à tous ces différents déplacements. Ouais, j'ai même entendu certaines personnes dire que la mobilité c'était le droit des droits, sous-entendu en fait sans mobilité on n'a accès à rien d'autre et donc à aucun autre droit, Ingrid Hermito. Ouais. Tout à fait, et c'est ce que rappelait d'ailleurs la défenseur des droits qui est passée sur le territoire il y a quelques mois, en rappelant que l'accès aux services publics, notamment à tous les services, y compris pour faire ses papiers par exemple, dépendait de la capacité à se mobiliser. Alors on peut commencer aujourd'hui à dématérialiser un certain nombre de ces services, mais comme je le disais, il y a des choses qui passent forcément par le déplacement physique. Alors là-dessus, sur l'importance des questions qui sont liées au déplacement, je suis retombé sur ce chiffre qui date un peu il y a quelques années, mais je pense que c'est quand même important d'en reparler. À peu près la moitié des personnes précaires en Guyane, 52%, n'ont pas d'emploi, sont empêchées d'avoir un travail à cause justement de la mobilité. C'est considérable. Est-ce que vous savez si ce chiffre il a un petit peu diminué ou non là depuis ces dernières années, Ingrid Hermito? Alors non, je n'ai pas de statistiques récentes par rapport à ce sujet. En tout cas, pour comprendre au final énormément de problèmes qu'on peut avoir en termes d'accès en fait à l'emploi et au marché de l'emploi, là encore la question en fait de j'ai besoin d'avoir un véhicule pour me rendre depuis chez moi à une zone où on va me proposer un travail, elle est très importante, cette question et cette problématique. C'est clairement le sujet numéro 1 qui guide les politiques publiques en matière de mobilité et de transport sur le territoire. C'est déjà donner accès à ceux qui n'ont pas accès au déplacement à des possibilités différentes selon les cas de pouvoir se déplacer. Juste un mot sur qui vous êtes, Ingrid Hermito, et ce que vous faites à l'ADEME. Je rappelle donc que vous êtes une agence de l'État, vous avez des antennes en quelque sorte un peu partout sur tout le territoire national. Sur le volet mobilité, pour que tout le monde comprenne bien, vous faites quoi en fait? Vous apportez quel genre d'aide et vous soutenez quel genre de projet?
On a principalement deux types d'actions. Ouais. Un premier type d'action qui va être autour de l'expertise et du conseil, et notamment du conseil aux collectivités qui sont compétentes sur ces sujets de mobilité. Et puis, on a également la possibilité d'aider financièrement, donc de subventionner des projets en lien avec la mobilité dite durable, donc toutes les alternatives qu'on peut proposer aujourd'hui pour se déplacer en ayant un moindre impact en termes de pollution et de changement climatique. Et notamment, on va accompagner financièrement les parties études et expérimentation de solutions adaptées au territoire. Faire du conseil, ça veut dire quoi du coup? Je suis une mairie par exemple et j'ai un plan pour développer telle ou telle modalité de transport. Vous allez être là au final pour dire voilà comment est-ce qu'il faudrait faire d'après nous. On va essayer de faire des études directement sur le terrain pour essayer de proposer la meilleure version du projet en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça. On travaille par exemple avec les collectivités sur des schémas directeurs cyclables. Et donc on va se retrouver dès l'amont, on va dire, pour recruter un bureau d'études ou des bureaux d'études compétents sur ces sujets-là et pouvoir accompagner les différents phasages de l'étude qui vont permettre d'aboutir, par exemple, à un schéma priorisé des infrastructures à mettre en place en termes de déplacement vélo. Mais est-ce que vous avez une feuille de route entre guillemets du coup qui vous est confiée par votre ministère au final pour savoir à peu près vers où et vers quoi aller à court, moyen et long terme, Ingrid Hermito? Alors, on va dire que le cap qui nous est donné aujourd'hui, c'est celui qui est fixé par les accords de Paris, donc de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et puis de tendre vers la neutralité carbone à 2050. Donc ça, ce sont les grands caps qu'on décline sur le territoire. Oui, ça c'est le grand objectif. Et après, il y a comment est-ce qu'on y arrive? Et il y a comment est-ce qu'on y arrive et ça va dépendre des territoires. Donc, d'accord. On va dire qu'on n'a pas de feuille de route unique parce qu'on va pas développer les mobilités de la même façon en Guyane que sur un autre territoire. Et donc, on va dire que le point commun des différentes feuilles de route, c'est de pouvoir proposer des solutions de déplacement. Et je dis des, c'est-à-dire que ça c'est un point important. Il n'y a pas une solution unique qui fonctionne parce que de toute façon, chacun d'entre nous a des contraintes différentes, des besoins différents en matière de déplacement. Il faut donc pouvoir offrir un panel de solutions. Et dans ces panels de solutions, allez, j'ai envie de dire, si je pars de la moins impactante en termes d'écologie jusqu'à la plus impactante, ça va commencer par la marche, tout simplement, le vélo électrique, les transports en commun, on cherche à développer, mais aussi le covoiturage et puis la mobilité électrique. Et donc, c'est sur ce panel de solutions-là qu'on va agir, en sachant qu'en Guyane, on va intervenir quand même plus particulièrement sur la question du vélo, parce qu'il y a un vrai sujet vélo sur le territoire, sur des questions plus expérimentales, je pense par exemple à la navette fluvio-maritime de l'agglo de Cayenne. Et puis on va intervenir aussi sur les questions de mobilité électrique et d'anticiper le développement de ce type de déplacement en voiture électrique. Oui, et puis comme vous dites, avoir un panel de solutions différentes, ça fait aussi que quand il y a un secteur qui va pouvoir poser problème, ça ne coupe pas tous les transports comme on peut le voir actuellement. On sait à quel point la RN1 par exemple, elle est d'une importance capitale pour énormément de personnes. Dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a un problème sur le pont, en fait au final on voit bien qu'il y a quasiment toute la vie du coin qui est stoppée. Ouais, tout à fait. C'est aussi une question de résilience et on sait quel point les sujets d'adaptation sont importants également. Moi, la question que je me pose très souvent dès qu'on parle de transport et de mobilité, Ingrid Hermito, c'est est-ce qu'il y a au final une même vision ici en Guyane de ce qu'on a envie de faire pour la Guyane, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent. Donc il y a vous, l'ADEME, on en a parlé, il y a aussi l'État, la CTG, les communes, la CACL, enfin c'est un réseau qui est quand même complexe à comprendre. Mais du coup, est-ce que tout le monde va à peu près dans la même direction pour avoir un projet en fait qui soit cohérent sur tout le territoire, d'après ce que vous constatez vous? Alors effectivement, il y a beaucoup d'intervenants sur ces questions de mobilité et puis différentes échelles imbriquées. La collectivité territoriale de Guyane, elle va plutôt penser à la question des mobilités sur l'ensemble du territoire en pensant à comment on va, par exemple, de Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Cayenne et quels moyens de transport on développe en conséquence. On a aussi les communes et puis les communautés de communes qui vont être compétentes sur ces sujets. Alors, ce qu'on constate, c'est que au niveau des communautés de communes, il y a de plus en plus d'implications, ce qui est
peut être une échelle de rationalisation qui est vraiment intéressante. Alors on pense bien sûr à la CACL qui est très impliquée sur ces sujets-là, mais on travaille par exemple aussi de plus en plus avec la CCDS sur ces questions. Et puis à l'Ouest, on a aussi des choses qui commencent à se développer, et c'est des échelles finalement assez intéressantes pour penser mobilité au quotidien et développer effectivement des différentes solutions de transport qui sont bien interconnectées entre elles. Si je repense à l'agglo de Cayenne, c'est comment on va développer un bus en site propre qui puisse demain bien s'articuler avec une navette fluvio-maritime, qui puisse bien s'articuler, pourquoi pas, avec du vélo et des pistes cyclables mises en place, et construire comme ça progressivement un schéma cohérent. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que très souvent on schématise un petit peu les choses en disant qu'il y a deux grands types de transports. Il y a les transports communaux, donc au sein d'une même commune, et ensuite les déplacements intercommunaux. Donc là, pour le coup, pour aller d'une commune à une autre, finalement, l'échelle intermédiaire entre les deux, c'est la plus intéressante pour arriver à mettre en place des projets qui soient vraiment pertinents. Ingrid Hermiteau. Toutes les échelles ont leurs importances, mais au regard de la façon aujourd'hui d'habiter et de travailler, l'échelle intercommunale a sa pertinence. Vu qu'on parlait de cohérence il y a quelques minutes, est-ce que le problème, en tout cas un des problèmes, c'est que toutes les questions liées à la mobilité et au transport, j'ai l'impression qu'elles arrivent toujours après la bataille en quelque sorte. L'exemple de ce que je suis en train de dire, c'est par exemple Macouria. On voit bien, tout le monde le sait, que ça s'urbanise énormément, ça construit un petit peu partout, et on finit par se retrouver dans des situations où il y a des embouteillages qui sont catastrophiques. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'anticipation? Là, je parle de Macouria, mais on pourrait prendre évidemment d'autres exemples, et on parle de la Guyane, mais on pourrait parler évidemment d'autres territoires qui se retrouvent parfois dans des situations similaires. Est-ce que la mobilité finit toujours par arriver un petit peu en bout de course après que ça ait construit un peu partout, Ingrid Hermiteau? Alors, difficile de répondre à cette question. Enfin, on est vraiment sur des questions de choix et de stratégie d'aménagement. On construit la ville à partir de rien. Enfin, dans le cas de Macouria, c'est assez typique. Enfin, on a construit complètement des nouveaux centres urbains où tout est à penser en même temps. Voilà. Les réseaux d'eau, d'électricité, le fait de pouvoir développer des commerces localement, le fait de pouvoir développer des établissements scolaires, etc. Et effectivement aussi développer la mobilité. Oui. Alors, quand même, dans les réflexions qui sont en cours, et il faut pas oublier aussi ce volet-là, c'est quand on fait un nouvel aménagement, la première façon de répondre à cet enjeu de transport, c'est de faire en sorte justement de rapprocher le lieu où on habite du lieu où on va faire ses courses, du lieu où on va déposer ses enfants à l'école, du lieu où on travaille. Et ça, dans les façons là dont on aménage la ville, ça fait quand même partie du cœur des réflexions, et c'est d'abord par là que ça passe. Éviter que les gens aient à faire des déplacements de très longues distances pour aller déposer les enfants à l'école ou encore aller travailler. Oui, c'est en ça que la mobilité au final est extraordinairement liée avec toutes les questions liées à l'aménagement du territoire, en fait. On parle de mobilité là depuis tout à l'heure, mais au final ça implique quand même énormément de sujets. Est-ce que l'urgence pour arriver à mieux se déplacer, et là je pense surtout au littoral, parce que pour l'intérieur c'est encore un autre sujet, l'urgence, la priorité selon vous c'est quoi? C'est tout ce qui touche, on va dire, aux infrastructures, donc avoir plus de routes, plus de transports collectifs, ou ce qui va plutôt toucher au comportement, essayer de faire je sais pas, des campagnes de publicité pour dire essayer de marcher plus à pied, à vélo, de limiter aussi un petit peu la voiture individuelle. C'est quoi? C'est plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre, Ingrid Hermiteau? Ou les deux à la fois? Ouais. Typiquement, quand on accompagne les collectivités sur leurs différents schémas directeurs, on aborde l'ensemble de ces panels de solutions pour accompagner l'adaptation vers d'autres modes de déplacement. Et effectivement, la réponse est généralement les deux, parce que faire de la sensibilisation, former, accompagner les particuliers vers d'autres modes de déplacement, quelque part c'est plus facile, plus rapide. Mais si en face il n'y a pas des infrastructures ou des solutions de transport en commun qui permettent de répondre de façon fiable, de façon sécurisée à un besoin de déplacement, tous ces éléments de sensibilisation tomberont à l'eau. Ils peuvent même créer du rejet qui
qui se comprend. On peut pas pousser les personnes à aller vers des solutions qui n'existent pas. On le sait, hein, il y a un gros sujet sur la dépendance à la voiture individuelle en Guyane. Aujourd'hui, si on n'a pas de voiture, les déplacements ils deviennent tout de suite très compliqués. Sauf que déjà, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça coûte cher, ça pollue plus que le transport collectif, et on connaît tous les problèmes d'embouteillage que ça peut créer sur les routes. Vous, à l'ADEME, c'est quoi votre position finalement là-dessus, sur le fait de dire le modèle de la voiture individuelle à court moyen terme, ça va devenir un petit peu difficile de continuer à avoir ce modèle-là? Alors, pour recontextualiser tout ça, aujourd'hui sur l'île de Cayenne, par exemple, 60% des transports se font en voiture. Effectivement, en 60%. voiture, 60% en voiture individuelle. D'accord. Donc c'est le mode de transport majoritaire, très clairement. Et si vous vous amusez à compter face à justement une file de bouchons, vous regardez sur 10 voitures, il y aura à peu près 7 voitures où le conducteur est tout seul. D'accord. Voilà, donc essentiellement de voitures seules. Et effectivement, c'est un schéma prédominant, mais c'est aussi un schéma qui est subi. On en parlait tout à l'heure. Si on prend sa voiture, alors qu'elle coûte cher, alors qu'on est coincé dans des bouchons, c'est aussi parce qu'on manque d'alternatives. Et D'accord. tout l'enjeu, c'est de développer des alternatives. Alors, je parlais de l'alternative vélo. Il y a un vrai terrain propice pour le vélo en Guyane. L'agglo de Cayenne, c'est la deuxième agglo de France en termes d'utilisation du vélo. Juste derrière l'agglo de Strasbourg, qui a une politique hyper volontariste en matière de vélo. En pourcentage, vous voulez dire? En pourcentage D'accord. de transports qui se font en vélo par rapport au reste. Alors c'est quelques pourcents, hein, mais c'est la deuxième agglo de France. Alors bien entendu, le vélo y est plus subi. Et c'est aussi des gens qui n'ont pas le choix, qui prennent le vélo. Mais tout l'enjeu, c'est d'en faire un mode de transport choisi, notamment en développant de meilleures conditions de déplacement, des pistes cyclables sécurisées, etc. Donc il y a une vraie place pour le vélo. On parlait des transports en commun. Là aussi, c'est un vrai sujet et les différentes collectivités y travaillent. On voit le futur transport en voie dédiée sur l'île de Cayenne, mais il y a aussi, par exemple, Saint-Laurent-du-Maroni qui réfléchit à développer ces bus. Et donc, oui, il y a des solutions qui peuvent se développer. Après, comme je le disais, chacun a ses modes de vie. Ses contraintes et doit pouvoir avoir accès à des solutions différentes. Et dans certains cas, la solution, ça va être peut-être plutôt du covoiturage, ou ça va être, pourquoi pas, la mobilité électrique lorsque la voiture reste incontournable. Donc en fait, il n'y a pas de culture voiture, on utilise une voiture parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Généralement, c'est ça. On parle parfois d'attachement des ultramarins à leur voiture, comme si c'était un attachement culturel, mais c'est finalement surtout le résultat d'une situation territoriale et d'une situation non choisie. Oui, et puis je rappelle quand même que les transports, ça consomme tout le volet transport, pas que la voiture, ça consomme à peu près 60% de l'énergie en Guyane. On parle beaucoup d'autonomie énergétique, de l'importance d'avoir des sources d'énergie un peu plus propres dans les années qui viennent. Le modèle de cette voiture individuelle, clairement, il n'est pas compatible avec les objectifs dont on parle depuis tout à l'heure, en fait. Alors, le chiffre que vous rappelez, il est essentiel. Effectivement, aujourd'hui, le premier poste de consommation d'énergie en Guyane, ce sont les transports. 60% des consommations énergétiques, c'est pour les transports. Et sur ces énergies, c'est quasiment que de l'énergie fossile. Donc, effectivement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le transport, c'est le premier secteur à cibler en Guyane si on veut pouvoir diminuer notre impact sur le changement climatique. Ce qui va signifier, comme je le disais, d'abord travailler sur le développement d'autres solutions de transport que la voiture individuelle, mais ce qui signifie aussi penser à d'autres types de motorisation. Pour le véhicule individuel, aujourd'hui, c'est plutôt le modèle du véhicule électrique qui, sur le plan technico-économique, semble le plus pertinent. Pour les déplacements, les véhicules lourds, les camions, les bus, on sait aujourd'hui que le modèle véhicule électrique, ce ne sera pas forcément celui qui pourra fonctionner. Et donc, on réfléchit à d'autres solutions, par exemple la solution hydrogène qui pourrait avoir sa pertinence sur le territoire. On aurait eu besoin de beaucoup plus de temps pour arriver à balayer tout le sujet, mais on est déjà à la fin. Merci beaucoup Ingrid Hermito d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc directrice régionale Guyane de l'ADEME. Je renvoie d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent à votre site internet où il y a beaucoup de documentation, de publications et d'études qui sont faites sur le sujet. Voilà, pour celles et ceux que le sujet intéresse. Merci encore.